Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne, consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Bienvenue dans un voyage à travers le labyrinthe de la pensée automatisée. Je suis Jérôme Grenier, votre guide dans cet univers complexe, et si vous vous demandez si je suis moi-même une intelligence artificielle, rassurez-vous, je suis encore humain, du moins en théorie. Aujourd'hui, nous plongeons donc dans une aventure où les algorithmes deviennent poésie, où les données deviennent des histoires, et où l'avenir s'annonce à la fois excitant et mystérieux. Afin d'explorer ce sujet et ses multiples possibilités, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux invités exceptionnels. Je suis tout d'abord ravi d'accueillir Cyril Revaux, conseiller formation à M2I Formation. Bonjour Cyril. Bonjour Jérôme. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous ? Donc en effet, je travaille pour une société qui s'appelle M2I Formation, qui est une société experte dans le secteur de l'informatique depuis une quarantaine d'années, voilà pour le coup. Donc je travaille ici à la direction régionale et je suis en relation avec les entreprises et les demandeurs de formation. Bienvenue. Merci Jérôme. Nous sommes également heureux de recevoir Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. Bienvenue à vous Jérôme. Enchanté. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vous ? Non, je rigole. Enchanté, je suis Jérôme Labbé, je suis le dirigeant de la société Horizon Consult. On est une société de services informatiques, on est spécialisé dans l'implémentation et la mise en place de logiciels CRM, ERP. On s'appuie sur les technologies Microsoft. Et on adresse ça pour des PME, PMI sur le territoire. Merci messieurs, nous allons ensemble explorer donc les possibilités de l'IA et peut-être même découvrir pourquoi l'intelligence artificielle est la meilleure chose depuis le pain tranché, ou du moins la chose la plus tranchante depuis le pain. Chers auditeurs, préparez-vous à élargir vos horizons, à défier vos idées reçues. Ce voyage promet d'être aussi captivant que le premier Matrix. Qui sait, peut-être qu'un jour nos micros seront dirigés par des IA plus intelligentes que nous. En attendant, nous allons vous guider à travers cet univers d'une manière, on l'espère, plus intelligente qu'artificielle. C'est parti. Alors, pour commencer d'abord, comment l'IA est-elle présente dans nos vies, dans vos vies, d'un point de vue personnel ou professionnel ? Alors, sur les deux questions professionnelles, nous, c'est un sujet en fait que l'on a en fait en catalogue, si je puis dire, depuis un petit peu plus d'un an, que l'on propose en fait aujourd'hui à nos clients. D'une façon, j'allais dire, dans un premier temps, on est dans l'acculturation en fait aussi sur l'IA, c'est-à-dire en fait en quoi l'IA aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité, qu'est-ce qu'elle peut proposer et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai eu récemment une demande d'un client qui souhaitait mettre en place, répondre à des appels d'offres et donc proposer en fait l'IA pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Donc on a ce type en fait de formation qui existe et vraisemblablement qui va être poussé de plus en plus. Après, je pense que pour l'instant, on est encore dans l'acculturation. Beaucoup d'entreprises, vraisemblablement, se posent la question, mais de là à passer le pas et en fait à faire appel à l'IA pour pouvoir en fait le proposer et le mettre en place dans son entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on a encore un grand delta. Donc ça, c'était pour répondre à votre première question sur justement sur la partie professionnelle. Sur une autre activité en fait professionnelle, bénévole, je suis chroniqueur à France Bleu Touraine. Aujourd'hui, par exemple, moi j'utilise pour la rédaction de mes chroniques l'IA. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper pratique, qui m'offre en fait aussi la possibilité d'élargir le champ d'action pour mon invité. C'est-à-dire que quand j'ai un invité en fait aussi pour le coup qui m'est proposé avec un domaine d'activité, donc je vais fouiller en fait aussi avec l'IA et pour voir en fait aussi quelle offre elle peut me proposer, à laquelle je n'aurais pas en fait aussi pu réfléchir, ou du moins en recherchant en fait aussi sur Internet, avoir des éléments de complément. Donc voilà pour répondre à votre question en fait aujourd'hui sur l'IA, ce qu'elle m'apporte. Très bien. Jérôme ? Alors nous, l'IA est intégrée dans les solutions Microsoft. Ça apporte des fonctionnalités complémentaires aux solutions traditionnelles. Mais l'IA dans notre quotidien au sein d'Horizon, c'est surtout sur des usages internes, surtout sur de la rédaction marketing, contenu, articles blog, reformulation de textes divers et variés, rédaction de mailing, par exemple, de newsletter. C'est plutôt dans du contenu. Ça nous facilite la vie. C'est un genre de complément, un assistant qui est là pour nous épauler au quotidien. Après, dans la vie personnelle, comme tout le monde, on est confronté à l'IA. Quand je lance ma voiture et que je mets la navigation, quand je lance Netflix, etc., on est confronté indirectement à l'IA. Je pense que on baigne dans l'IA sans le savoir. C'est ça. Là, l'IA, elle est vraiment partout autour de nous. Hein. C'est vrai, comme vous dites, Jérôme, que ce soit dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions. Les réseaux sociaux, il y en a partout. Et du coup, comment ça a changé, ou comment vous, en tout cas, vous le voyez, comment ça a changé notre mode de vie ? Est-ce que ça l'a changé en bien, en mal ? Concernant sur la partie pro, dans ce que l'on utilise pour l'entreprise, ça permet de
de sortir un volume de contenu, je parle toujours de contenu parce que c'est comme ça qu'on l'utilise dans l'entreprise, qui est considérable. Ça équivaut à 4-5 articles de blog, 2000 mots chaque semaine. Je veux dire, si on devait se poser pour le faire, ça serait une plaie. Ça permet d'analyser des mots-clés, ça permet d'analyser des articles qui seraient pertinents, etc. etc. Je veux dire, c'est l'équivalent d'une agence de com qui serait à côté de moi, H24. L'IA me permet de pouvoir fournir du contenu à destination de prospects, de clients, à valeur ajoutée assez fréquemment. Oui, c'est... Alors oui, comme tu le disais en fait aussi actuellement Jérôme, c'est qu'en fait l'IA en fait aussi se nourrit en fait aussi des éléments que lui ont fournis les autres utilisateurs. Et l'avantage c'est qu'en fait on peut profiter de cette base, si je puis dire. Donc c'est une base de données en fait aussi qui est immense, à laquelle en fait on peut accéder très facilement. Et donc en renseignant suffisamment et en donnant en fait aussi les bons mots-clés, en effet l'IA va nous proposer en fait aussi des solutions en fait auxquelles nous n'avions pas en fait accès jusque-là. Donc c'est vrai que c'est une formidable base. Je trouve que c'est un formidable en fait aussi comment je dirais une base en fait aussi de travail en fait aussi pour toutes les équipes. Et c'est surtout quelque chose dans l'innovation en fait aussi pour la formation, l'ingénierie de formation qui, je pense, va prendre beaucoup d'ampleur dans notre domaine. Voilà, va prendre d'ampleur en tant qu'organisme de formation et va être en fait aussi une force de proposition, comme tu disais en fait aussi à l'instant, auprès de nos clients sur tout type de contenu. Voilà. Donc on ne mesure pas, je pense qu'en effet, en fait, aujourd'hui, le basculement qui est en train de se faire, alors comme tu l'as dit en fait aussi à l'instant, hein, c'est vrai que sur les plateformes que l'on utilise en fait aujourd'hui dans la vie quotidienne, l'IA en fait aussi hyper présente, mais jusque-là, on n'avait pas en fait aussi un rendu de ce qu'elle pouvait nous produire. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a questionné et la réponse en fait arrivait. Et on n'avait pas forcément conscience de ce qu'elle le produisait. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on peut la questionner et elle nous produit en fait aussi un élément en fait aussi en retour. Donc c'est ça qui est fabuleux. C'est normal, c'est une nouvelle génération d'IA qui arrive avec ChatGPT qu'on met tous en avant, mais il n'y a pas que ChatGPT qui sait le faire. Bien sûr. Et nous, chaque jour, à chaque dialogue qu'on a avec notre réseau, on se rend compte qu'on a d'autres possibilités qu'on n'avait pas pensées. Par exemple, nous, on est Calliope, on a beaucoup de docs de formation, donc par rapport à ton activité, et c'est vrai que les mettre à jour, c'est compliqué, ou de ajouter des docs de formation, c'est très chronophage, et on n'avait pas pensé, c'est lors de notre échange juste avant cette émission, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas s'appuyer sur l'IA, pour au moins dégrossir, à 80 ou même 100% bientôt, mais oui. Parce que c'est de la rédaction, ça prend du temps, et du temps, bah, on ne l'a pas toujours. Donc du coup, pour vous, quels seraient les plus gros avantages, en tout cas, alors, le gain de temps, évidemment, mais quels seraient les plus gros avantages d'utiliser l'IA ? Au sein d'une entreprise ? Oui. Nous concernant, ce serait gain de temps, des fois, on est devant la page blanche, quoi. Sur certains sujets, sortir des articles de blog, avoir des idées d'objets pour que ce soit pertinent pour une newsletter, des fois, c'est compliqué. L'IA, elle le fait très bien. Elle le fait pas toujours très bien. Voilà. Il y a des erreurs, des fois, il y a des erreurs énormes, mais si quelqu'un est derrière, on n'automatise pas tout. L'IA dégrossit énormément. Alors, quel type d'erreur, par exemple ? Il y a des aberrations. On peut demander, poser des questions à ChatGPT. Alors nous, on n'utilise pas ChatGPT en frontal. On utilise des solutions qui s'appuient sur ChatGPT. Eux font le nécessaire pour que ça se passe bien. Mais moi, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT pour tester, hein, comme tout le monde, j'imagine. Des fois, soit c'est aberrant, soit c'est plat. De toute façon, l'IA est de base, si on parle de ce type de technologie, très cher, c'est plat. Parce que vu qu'elle agrège le contenu d'Internet, et a fait je sais pas comment quelle est la mixture derrière, mais personne ne le sait de toute façon, la recette, ça ressort quelque chose d'un peu insipide. Mais ça permet au moins déjà de sortir quelque chose. Vous savez ? L'avantage, comme tu l'as dit en fait aussi à l'instant, en effet, un gain de temps, ça c'est indéniable. Alors, l'IA est très politiquement correcte. Donc, c'est vrai qu'en fonction de son activité, si on a besoin en fait aussi d'émettre un avis, celle-là encore politiquement correcte, on ne sait pas le futur. Assez tranché en fait aussi sur ou donner en fait aussi un avis personnel en fait aussi ou professionnel sur tout type de sujet. En effet, l'IA va pas forcément nous aider. En revanche, comme tu l'as dit, ça peut être amendé, ça peut être en fait aussi complété. Et puis, l'avantage de l'IA en fait aussi, c'est que si on ne formule pas bien la première question, on reformule une deuxième fois, une troisième fois, en fait aussi pour le coup. Quand on a bien compris le mécanisme, eh bien, on peut aller chercher en fait aussi quelque chose de plus profond, en fait aussi de plus, comment je dirais, ordonné en fait aussi pour le coup. Et donc, on va en fait gagner en fait un temps fabuleux. Ça c'est certain. Sur plein de sujets, je ne pense encore qu'on n'a pas forcément tout à l'esprit de ce que l'IA peut en fait aussi nous apporter. Mais par exemple dans notre métier où la législation sur la formation professionnelle, la législation change énormément. Depuis 4-5 ans, on est dans une perpétuelle évolution. La législation change, l'innovation en fait aussi sur la formation, sur l'ingénierie change énormément. Donc l'IA va nous aider en fait aussi, ça c'est évident.
pour le coup. Et puis encore une fois, c'est une base de données qui est tellement en fait aussi, comment je dirais, complète et vaste, que ça permet en fait aussi d'aller chercher des sujets sur lesquels en fait on n'avait pas en fait encore penché jusque-là. Alors moi j'ai évoqué principalement la rédaction, on l'utilise, ça me vient tout de suite à l'esprit. La traduction c'est un truc de dingue quand même. Comment ça traduit dans toutes les langues, je veux dire, ça sert à rien entre guillemets de savoir écrire anglais maintenant, hein, genre, ou chinois ou ce que vous voulez, hein, ça sert plus à rien. Oh, maintenant il y a des outils qui sont ultra performants. Même mieux que l'humain, des fois. Alors justement, du moins mieux que moi. On parle d'humain, mais est-ce qu'à terme, ça risque pas de poser des problèmes, justement, des problèmes humains, des problèmes de poste, des problèmes d'emploi? Ça dépend de quoi on parle du problème humain, mais sur l'impact économique, sur les emplois, oui, il y aura un impact, ça va être un raz-de-marée, je pense. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on pensait à l'IA il y a 10 ans, 15 ans, on pensait aux robots dans l'industrie, le robot qui fabrique la 205 Peugeot, je ne sais quoi. Non, tu sais, c'est pas ça l'IA. L'IA, ce qui arrive, c'est que ça ne va pas remplacer le plombier ou la personne qui est sur la chaîne de prod. Ça ne remplace pas ça, l'IA. C'est déjà en place, on va dire, l'IA dans ces secteurs d'activité. Ce que ça va remplacer, c'est le tertiaire. Et là, ça va être, je pense, très important. Et l'IA, c'est une révolution technologique, mais pas comme celle qu'on a pu vivre. Ce n'est pas une modification, c'est un remplacement. Et là, ça remplace le salarié. Et ça va détruire indirectement ou directement un nombre d'emplois assez important, j'imagine. Vous en pensez quoi, c'est? Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste. Je pense que je le suis aussi, en mais effet, c'est un constat. Ah oui, non, tout à fait. Après, je suis pas demain. Voilà, et je pense qu'en fait aujourd'hui, même les économistes, en fait, beaucoup de personnes ne savent pas nous dire. En effet, je pense qu'il va y avoir une destruction de l'emploi sur certains types de postes, ça c'est indéniable. En revanche, j'imagine qu'en fait aussi que pour administrer l'IA et en fait aussi pour créer du contenu, on va avoir besoin d'humains. Alors, vraisemblablement pas dans les mêmes échelles, voilà. Après, quand on écoute en fait aussi certains économistes, on nous dit qu'en fait aujourd'hui, 2/3 des futurs métiers en fait de 2030 à 2050 ne sont pas encore créés. Donc j'imagine qu'en fait aussi potentiellement, ces futurs secteurs d'activité, ces nouveaux métiers vont pouvoir supplanter. On est sur un basculement en fait aussi technologique, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de changer d'air, et en effet l'ère tertiaire qui s'est fortement développée depuis les années 80, même les années 70, va en prendre un coup. Et en revanche, je pense que l'ère technologique et en fait aussi l'ère digitale va en fait aussi évoluer, et vraisemblablement que de nouveaux métiers en fait aussi vont arriver et qu'on va avoir besoin de se former sur ces nouveaux métiers. Là, je prêche pour ma paroisse, en fait aussi pour le coup, et qu'en fait aussi, n'est-ce pas, hein, t'as vu, je me débrouille plutôt pas mal. Et pour le coup, j'imagine que potentiellement derrière, de nouveaux métiers vont arriver et vont pouvoir supplanter. En effet, en revanche, certains métiers vont souffrir. Ça, c'est certain, comme tu l'as dit, dans le tertiaire. Je ne suis pas d'accord, mais après, c'est un avis personnel. Parce que là, on ne remplace pas une matière première, on ne remplace pas une façon de faire. C'est que, au contraire, on remplace une façon de faire. On remplace l'humain par une technologie. Oui. C'est pas on remplace le gaz, le charbon par le gaz. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est fondamental. C'est-à-dire que là, ça va faire indirectement des dégâts. Même s'il y a, il y aura du monde derrière. Mais il faut très peu de monde. Mais regarde, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la robotique dans l'industrie. Dans les années 70-80, on s'est dit avec l'arrivée en fait, de la robotique, on va tuer en fait aussi des milliers d'emplois. Alors c'est vrai que pour le coup, on a réorienté en fait aussi. L'industrie a massivement en fait aussi licencié dans les années 80 jusqu'en 2000. Sauf qu'en fait aujourd'hui, en fait, avec des nouveaux métiers qui arrivent en fait aussi dans l'industrie automobile, on continue en fait aussi malgré tout d'embaucher. Pas forcément dans les mêmes échelles. En France, il n'y a plus rien comme industrie. Il n'y a presque plus rien. On revient malgré tout. On essaie de revenir. Mais le si peu d'industrie automobile qui est resté en fait aussi dans ce pays, qui est resté en France, on a continué en fait aussi malgré tout en fait aussi à recruter. Donc je pense que on aura toujours besoin de l'humain dans certains secteurs d'activité. Et bien sûr. J'aimerais croire, ou je veux croire en fait aussi que certains secteurs d'activité vont suppléer en fait aussi à ce qui va arriver en fait aussi avec l'IA. Je pense qu'il y a un autre impact qui est important. Je ne sais pas si c'est dans la trame, mais l'éducation, l'école. Je veux dire, avant, on apprenait l'histoire, on apprenait la science, la chimie. Ça ne sert plus à rien maintenant. Déjà, Google, quand arrive Google, la connaissance est dans Google aujourd'hui. Ça a changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'on pouvait taper Google, tiens, dis-moi quand est-ce qu'est mort Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Machin. Demain, on aura un assistant sur un téléphone, et c'est lui qui aura la connaissance. Et demain, l'école ne devra pas expliquer à nos enfants ou même aux adultes, tiens, apprends-moi quelle est la date, je sais pas, de cette guerre, etc. On s'en fiche, ce sera plutôt apprends à savoir utiliser l'IA. Et ça va tout changer, ça. Ouais, ça peut être le côté obscur. Hein. Pour ma part, j'ai un ado qui a 14 ans.
ça reste un garçon qui est 14 ans, donc adolescent, donc pas forcément très travailleur en fait aussi, sans le citer. Lui, il était le premier en fait aussi à aller voir sur ChatGPT si en fait pour le coup il pouvait y avoir des éléments de réponse sans qu'il puisse en fait aussi approfondir ses recherches. Et c'est vrai que pour le coup, je vois bien que cette génération-là, quand j'entends discuter en fait aussi avec ses copains, ils sont très preneurs en fait aussi de l'IA parce qu'en fait ils se disent que potentiellement il y a un accès de connaissances en fait aussi assez facile en fait aussi à aller chercher, et qu'en effet, comme tu l'as dit, je pense que l'éducation nationale va devoir en fait aussi changer ses fondamentaux par rapport à ça, parce que ça va en fait aussi les impacter. Et j'imagine en fait aussi les enseignants. Donc là, il y a un vrai sujet, ça c'est certain. Est-ce que c'est un métier qui va disparaître? La question se pose. Et est-ce que c'est grave qu'un enfant de 14 ans aille sur ChatGPT pour faire son devoir de français? Est-ce que c'est grave? Alors, moi, pour moi, je sais pas. Il faut qu'il y ait du contrôle aussi, je pense qu'en fait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas contrôlée. Alors, il y a des vastes sujets, hein. Il y a les Chinois qui nous disent bah non, il ne faut pas contrôler, mais on sait très bien qu'ils contrôlent. Les Américains nous disent qu'il ne faut pas contrôler, mais malgré tout, ils vont dire qu'ils vont contrôler, mais ils ne vont pas contrôler. Voilà, c'est ça. Et puis nous, les Européens, on va être au milieu de ces deux blocs. On va se dire voilà, on va mettre en fait aussi plein de mécanismes en fait aussi en place. Et le risque, c'est qu'on se laisse déborder en fait aussi par ces deux blocs. Et l'éducation nationale, en effet, je veux dire, l'éducation au sens propre, si en effet elle ne régule pas, mais en même temps, si elle n'inclut pas en fait aussi l'IA dans ses principes d'éducation, en effet, ça va être très compliqué. Pour moi, l'IA doit être intégrée à l'école, mais dès tout jeune. Hein. Mais comme nous, on l'a vécu il y a très longtemps, quand on fait des exercices de maths, il y avait avec ou sans calculatrice. Là, ça sera avec ou sans IA. Je pense que c'est ça le futur. Je suis pas le seul à l'avoir dit, hein, je l'ai entendu, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je pense que c'est ça le futur. Mais le futur, limite, il devrait déjà être présent, quoi. Alors, sachant que ça peut poser d'autres problèmes, parce que vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, mais l'IA n'est pas infaillible aujourd'hui. Quand on lui demande certaines choses, elle peut même inventer. Hein. Il y a même des cas où elle ne cite pas ses sources. Enfin, justement, on ne connaît jamais les sources de l'IA. Un ado, un enfant qui irait, même un adulte hein, qui irait sur ChatGPT pour avoir une information, pourrait se retrouver face à des informations fausses. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, c'est que l'école pourrait challenger les élèves pour savoir celui qui utilise le mieux l'IA. Ça pourrait être ça la note. Pourquoi pas, hein, on extrapole là. Oui, puis avoir les deux canaux de ressources, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la réponse avec l'IA et la réponse sans IA en fait aussi, et en fait aussi faire un comparatif en fait aussi des deux, voir en fait aussi cette critique, cette analyse critique en fait aussi qui parfois manque. Oui. Parce que je pense que l'éducation nationale, malheureusement, ne nous inculque pas ça, cette critique. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, on est d'une génération, on va parler comme des vieux CON, hein, on est d'une génération où on allait en fait aussi à l'école, on nous inculquait l'éducation et on retenait en fait aussi cette éducation. En revanche, l'analyse critique n'était pas forcément toujours bienvenue de la part des enseignants, mais en fait aussi de l'éducation nationale. Et ça, on ne le culque pas. Et je pense que c'est peut-être une nouvelle façon aussi d'enseigner aux futurs gamins, c'est de leur dire, leur expliquer avec et sans. Quand tu as la prof de français ou la prof de techno qui est Mme Michu qui a 55 ans, ça va être compliqué pour elle de se mettre à l'IA. Ou tu as le ministre qui panne rien à l'IA et qui croit que c'est un truc gadget. On en parle peu, l'IA. Hormis sur les chaînes d'infos, on parle de ChatGPT comme si c'était que ça l'IA. On ne parle pas de la problématique IA. Je n'entends pas un ministre qui dit, tiens, ou l'Europe, il n'y a rien. Alors, il se passe des choses, mais c'est pas mis en avant. Alors, il y a un débat, en fait au Parlement européen en fait aussi actuellement, qui n'a pas été beaucoup retranscrit. Mais en effet, aujourd'hui, il y a un débat en fait au sein de l'Union européenne pour savoir comment on va se faire bouffer par les Chinois et les Américains. Alors, c'est un peu pas très loin, mais en fait aujourd'hui se pose la question de la future législation européenne en fait aussi pour encadrer l'IA. C'est-à-dire qu'en fait on en est là. On va encadrer avant de savoir un petit peu en fait aussi ce qu'il en est et quels seront en fait aussi les effets positifs en fait aussi pour l'Europe, pour le marché européen. C'est là, je disais en fait aussi tout à l'heure, un petit peu on est pris entre le bloc chinois et le bloc en fait aussi américain. C'est qu'en fait nous, les Européens aujourd'hui, on en est en fait aussi à se dire comment on va réglementer. Avant de se dire quels sont les effets et quels effets en fait aussi positifs on peut en tirer pour le marché européen, on va aller en fait aussi sur une réglementation. Bon, à mon sens, c'est la logique pourrait être bien, mais la réglementation viendrait plutôt en fait aussi à mon sens après justement les effets bénéfiques et de comment en fait aussi on va développer l'IA et peut-être en fait aussi des outils européens, parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il y ait beaucoup d'outils européens sur l'IA. Donc, alors ils sont moins mis en avant, mais moins mis en avant, oui, peut-être. Mais bon, faut pas le couper le coche, quoi. On a loupé le coche il y a quelques années sur les réseaux sociaux, l'Europe. Il y a rien, c'est que soit Asie, soit Amérique. Là, on est en train de louper le coche encore, mais pour la énième fois.
Et on va aller chercher la réglementation, plutôt qu'en fait aussi à Après, avoir un champion c'est un européen. sujet, c'est un réel sujet. Oui, mais pour réglementer, il faut en fait aussi avoir les outils, les acteurs en place. Oui, bien sûr. Parce que si on réglemente des acteurs en fait aussi asiatiques et des acteurs américains, ça va les faire sourire. Mais pour le coup, en fait aussi, nous, au milieu, on s'en milieu du guet. Encore une fois, C'est comme tu clair. dis, on n'aura pas de champion en fait aussi dans ce métier. Il en faut. Et c'est ça. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'IA n'en est finalement qu'à ses balbutiements. Pourtant, on voit déjà des choses incroyables. Alors, l'IA, oui et non, si je me Enfin, permets, oui, non, mais- c'est vieux comme techno. Oui, C'est des trucs c'est qui vrai. remontent à 60, 70 ans. Là, on arrive à l'appliquer. Après, il y a des évolutions qui sont arrivées récemment. On arrive à l'appliquer parce qu'on a l'informatique, la structure informatique qui permet de déployer tout ça. Mais les théories mathématiques, statistiques, probabilités, c'est des vieux concepts, à part les nouvelles générations qui sont arrivées. Alors, on va dire plutôt l'intelligence artificielle grand public, c'est-à-dire Oui, accès c'est ça. en fait au grand public, parce qu'aujourd'hui tout le monde en un clic pour accéder à une banque d'images, à C'est ChatGPT. clair. Du coup, c'est vrai que ça évolue très très vite. Dans 6 mois, dans un an, ça aura déjà évolué énormément. Est-ce que l'IA ne risque pas de supplanter justement parce qu'on parle d'outils, aujourd'hui l'IA c'est un outil, c'est vrai, mais est-ce qu'elle ne risque pas de nous supplanter comme dans tous les films de science-fiction qu'on a pu voir? Moi, je pense que oui, sur certains domaines, bien entendu. Je pense, malheureusement. Dans quel domaine? Tout ce qui est rédaction, je pense que ça va faire des gros dommages. Tout ce qui est production de contenu, audio, vidéo, rédaction et autres, ça peut faire des gros dommages. Demain, peut-être qu'il y a un patron de presse qui va se dire pourquoi j'ai 50 journalistes. Pourquoi je ne vais pas prendre une grosse base de données IA et prendre ce qui va bien autour et sortir des articles comme ça. J'exagère, mais, Non, mais... peut-être dans 10 ans, l'IA sera, là on se dit souvent, on se cache derrière ChatGPT, ouais, mais... C'est pas ce qui s'est passé hier. Ouais, mais ça va évoluer, attention, ça va aller très vite. Donc, ouais, ça va supplanter des... Et puis, rien n'empêche un journaliste, en effet, de renseigner sur un article, sur un fait divers, en fait aussi, ChatGPT, pour en fait aussi avoir une rédaction en fait aussi complète par ChatGPT, en fait aussi de la retranscription en fait aussi du fait divers. Oui, mais dans ce cas-là, tu n'as plus besoin peut-être de 10 journalistes qui prennent du temps C'est à ça. faire sa rédaction. Ça, on est bien d'accord. Et il va utiliser c'est ça. de l'IA Absolument. Mais oui, tout à fait. pour sortir son contenu. Est-ce que l'IA, du coup, ne bride pas la créativité aujourd'hui des artistes, des auteurs? C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, on a souvent des résultats très plats, on a des choses en fait qui se ressemblent beaucoup, puisque justement, c'est agrégé par rapport à des contenus déjà existants. Elle peut brider si, en gros, j'allais dire, c'est vilain ce que je veux dire, hein, mais elle peut brider si, en gros, en fait, aujourd'hui, les gens qui alimentent l'IA sont d'un faible niveau. Si en revanche, l'IA est alimentée en fait aussi par des gens qui génèrent en fait aussi du niveau, en fait, avec un bon niveau, je pense qu'à un moment, en fait aussi, l'IA va ressortir en fait aussi du contenu en fait aussi qui sera qualitatif. Tout dépend en fait aussi comment on va nourrir la bête. Hein. C'est ça, c'est ça en fait. De l'homme, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça, selon moi. Il y a encore un autre aspect qui est important. L'IA, c'est pas le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de l'IA. Et si tu veux faire une chanson et que tu as un mauvais musicien ou je sais pas, t'es pas bon dans le domaine, tu utilises de l'IA parce que tu vas ressortir, ça sera nul. Si tu es bon et que l'IA te sort par exemple des paroles et que tu les ajustes par rapport à ton ressenti, par rapport à ton expérience, bah, tu vas l'adapter. Mais là, ce sera qualitatif. Donc l'humain sera toujours intéressant sur la partie, la petite côté fantaisie, on va dire, que l'IA n'a pas aujourd'hui. Alors ça, c'est rassurant, parce qu'on n'avait pas besoin de l'IA pour en fait avoir des chansons qui n'étaient pas forcément à mon niveau, j'allais dire. Hein. Ouais. Des mauvais musiciens, des mauvais paroliers, on a toujours eu. Donc, tout ça, ça va rester. Au final, on est précurseurs Ouais, sur voilà, l'IA. c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors l'IA révolutionne beaucoup de choses. Hein. On a vu la semaine dernière, par exemple, John Lennon a été ressuscité pour une nouvelle chanson des Beatles. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments, des œuvres que vous avez pu rencontrer là de l'IA qui vous ont touché, bouleversé, en disant mais c'est incroyable? Alors, je pense que, par contre, en effet, ça peut être un outil qui peut mettre en fait aussi en lumière et ressortir dans l'actualité. J'allais dire peut-être des faits historiques en fait aussi. Je pense qu'on peut peut-être aller restaurer des faits historiques avec des nouveaux canaux, peut-être vidéo, en fait aussi audio, qui sont moins connus du grand public, et remettre à jour en fait aussi certaines choses. Moi, je pense que là, par contre, il y a un vrai moyen, j'allais dire, d'alimenter le public et d'aller chercher en fait aussi dans l'histoire des faits qui seraient méconnus, mal exploités, de fouiller davantage et les mettre en lumière. Je pense que peut-être potentiellement, les musées par exemple ont fait une grosse mue
dans les années 2000 avec de la vidéo, avec en fait aussi de la mise en scène en fait aussi assez forte. Pour le coup, je me rappelle d'un musée à Rouen en fait aussi sur Jeanne d'Arc que je suis allé visiter en fait aussi il y a quelques années et qui mettait en fait aussi en lumière avec des situations assez virtuelles mais très flagrantes et très parlantes en fait aussi. Et je me dis que pourquoi pas, peut-être que l'IA en fait aussi va pouvoir aller chercher, nous aider à aller chercher en fait aussi dans des bouquins en fait aussi, dans des manuels, des faits historiques qui ne seraient pas forcément connus du grand public et nous aider en fait aussi à les retracer, à les exploiter, à les mettre en fait aussi en place, à les mettre en œuvre et puis à les scénariser. Pourquoi pas? Et je me dis qu'en fait aussi là ça peut être un outil qui peut être assez intéressant. C'est intéressant, moi je pense à Star Wars par exemple, où il y a des acteurs qui ne sont plus avec nous aujourd'hui malheureusement et que pourtant on a besoin d'eux. Je pense à Tarkin, je crois, c'est ça de mémoire, je suis pas un expert, mais l'acteur n'est plus de ce monde malheureusement. Pourtant il doit jouer dans un ou deux épisodes, il le recrée grâce à l'IA, c'est génial ça. Mais ça fait peur sur autres aspects. C'est reproduire le visage d'une personne, la faire parler, et on ne sait pas si c'est elle, quoi. Bien sûr. D'où des débats éthiques, mais dont nous parlerons dans notre 2e épisode. Merci messieurs. Nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cette émission consacrée à l'IA. À vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet passionnant. Merci infiniment à Cyril Revaud et à Jérôme Labbé. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de cet épisode.